Chers amis internautes, bonjour et merci d'être une fois encore au rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur Réseau Télévision, baptisé Info Hebdo. Cette semaine, deux grandes actualités ont partagé les gros titres à la une des canards du plafond au plancher. Il s'agit bel et bien du démarrage du dialogue national par le président Patrice Talon lundi dernier. Une rencontre a été effective au Palais de la Marina. Jeudi dernier, également, une rencontre de quelques formations politiques avec le ministre de l'Intérieur. Nous essaierons de décrypter cette actualité avec Médéric François Gongo. Il est fondé du quotidien Actu Express. Il sera face à Julien Kitty, journaliste, analyste politique qu'on ne présente plus sur ce plateau d'Info Hebdo. Avec eux, si le temps nous le permet, nous essaierons également de décrypter la nomination ou la composition de la nouvelle mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Médéric François Gongo. Bonjour. Bonjour, Kader, bonjour, amis internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda. Julien Kitty, merci pour la fidélité. Bonjour. Merci, c'est bon. Alors, je commence par vous, Julien Kitty. Vous êtes journaliste, analyste politique. Vous avez suivi de bout en bout les événements qui se sont succédés tout au long de cette semaine. Alors, d'entrée de jeu sur la forme, quelle appréciation avez-vous déjà après avoir appris que le chef de l'État a convoqué une réunion lundi dernier pour un dialogue? Non, je pense que tant que des initiatives sont prises, initiatives visant à ce que les acteurs sociopolitiques, parce que ce n'est plus politique seulement, aujourd'hui la crise que le Bénin a vécue, les consultations électorales passées ont laissé un goût amer à chaque Béninois, d'accord? Et donc chaque Béninois, quand il se lève aujourd'hui, il veut regarder les dirigeants pour se dire mais comment ils vont faire maintenant pour que nous retournions à vivre ensemble un peu plus gai. Alors donc toutes les initiatives visant à aller vers ça, pour moi, sont les bienvenues. Maintenant, comment concrètement ça se fait, c'est autre chose. Alors, donc sur cette rencontre-là, oui, pour moi, je ne veux pas aller vite en besogne en disant qu'il s'agit déjà du dialogue, parce que lorsque j'ai lu, et j'ai pris la peine de le faire, le communiqué signé du directeur de cabinet civil du chef de l'État, et même j'ai lu la lettre envoyée à un des partis politiques là, il a été clairement inscrit que sont concernés les partis politiques qui étaient déjà engagés dans des démarches administratives en vue de l'obtention du certificat de conformité. En tout cas, globalement, pour consacrer leur existence juridique. Qui pour se conformer à la nouvelle charte, qui pour avoir une nouvelle naissance. À partir de ce moment, je considère que c'est un préalable, je considère que c'est un préparatif, parce que après, lorsque le dialogue national va proprement dit, va pouvoir se faire, tous ceux qui seront à la table de discussion doivent avoir une existence juridique. Chacun doit être là, ès-qualité, parce qu'il s'agit de débat entre acteurs politiques. Et si un acteur politique est là, alors que son parti politique qu'il est censé représenter n'a pas bouclé tout le processus, pour une raison ou pour une autre, parce que je connais des partis qui ont fait tout ce qu'il faut, et nous tous, on ne va pas revenir là-dessus, les dysfonctionnements qu'on a notés au niveau de l'administration du ministère de l'Intérieur. Bon, maintenant, à l'issue de cette rencontre, les bribes d'informations que j'ai eues me donnent l'impression qu'on aura droit à moins de dilatoires, c'est-à-dire que au niveau du ministère de l'Intérieur, parce qu'on m'a dit que dès que la séance est terminée, le ministre Kalafia a convenu d'un chronogramme avec chacune des formations politiques, et ça n'a pas raté les formations politiques, on ne commence pas à défiler au niveau du ministère de l'Intérieur. J'ai appris également que ça va se jouer en quelques jours, parce que par le passé, ce qu'on a obtenu, c'est qu'on dit ça va se faire rapidement, et après ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si ça devient quelque chose du genre, ce ne serait pas la peine, et ceux qui en doutaient auraient raison. Mais j'ai été heureux de savoir que sur 11 partis, il y a 10 qui étaient là, et qui ont écouté, et qui ont eu la possibilité, et c'est ce que moi je voulais. Vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il est dans une fonction républicaine, il a obligation de parler avec vous, vous aussi vous avez obligation de parler avec lui, quitte à dire que ce qu'il vous a dit ne vous convient pas. Vous avez entendu l'USL, vous avez entendu PCB, FCBE, et mettre les réserves, mais s'il n'était pas allé là-bas. Donc globalement pour moi, il y a un pas qui est fait,
mais je n'ai pas encore de résultat. Il ne faut pas rentrer dans une euphorie prématurée qui peut nous être fatale. Alors, il ne faut pas rentrer dans une euphorie prématurée pour que cela ne soit pas fatal. Sur les 11 partis convoqués, 10 ont répondu présent. Médéric François Bongo, votre analyse? Les circonstances de la convocation de cette réunion, les partis politiques présents, la nature des discussions et la conclusion pouvaient nous permettre d'entrevoir les perspectives, qu'elles soient sombres ou radieuses. Parlant des circonstances, nous avons ressenti une précipitation et cela nous laisse croire que le chef de l'État avait été quelque peu titillé et lors de sa visite au niveau de la rencontre de l'Union africaine, je veux parler du sommet extraordinaire sur la zone de libre-échange, il aurait été pas tellement approché par certains de ses pairs, ou bien il a été également titillé par le président Macron qu'il aurait demandé rencontrer en vain. Bref, c'est de là-bas, certainement qu'il aurait donné les instructions pour la convocation de cette rencontre. La précipitation, le manque de finesse, de doigté, de minutie qui caractérise ce gouvernement, qui donne l'impression d'agir avant de réfléchir. Les partis présents. Nous avons remarqué la présence d'un nombre important de partis. Beaucoup parleraient de fantômes, mais moi j'ajouterais fantoches, qui seraient présents pour faire le nombre. On avait comme l'impression que le chef de l'État avait envie d'une rencontre. Vous aviez des partis quand même qui étaient bien connus. Oui, évidemment. Vous n'avez pas dit que FCB, UDBN, USL, USL ne sont pas des partis. Puisque il y a deux, trois qui n'étaient pas très connus. Mais la lettre était claire, c'était ceux qui avaient adressé quand même une demande de conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Et là, nous allons en revenir par rapport à la nature des discussions pour vous dire que c'est vrai, il y avait des partis politiques. Des partis politiques qui, au terme de la configuration politique dessinée par les dernières élections présidentielles. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, et le chef de l'État en a eu à ses dépens, ce n'était pas la majorité parlementaire issue des dernières législatives qui constituait le substrat électoral du Bénin, qui pouvait redéfinir le paysage politique, mais c'était plutôt les élections présidentielles qui ont amené à constater une nouvelle destination de la carte politique. Bref, le chef de l'État en a pris à ses dépens, à tel enseigne que malgré les 61 de députés, il n'a pas réussi dans la plupart de ces démarches, et on l'a constaté lors des élections. La nature des discussions, on a senti un monologue. On a senti le maître, mais jugé parti, chef de 2 blocs siamois, et comme j'ai l'habitude de le dire, né, j'allais dire, d'une mitose mal accomplie, qui se retrouve vous qualifiez ces partis politiques? J'en viens. Ce n'est pas des partis politiques, c'est des conglomérats. C'est votre, non, c'est pas avis. Non, c'est pas l'avis. Vous savez, nous, on n'est pas là pour émettre seulement des avis. Nous sommes beaucoup plus là pour constater, pour analyser, oui, de manière à mettre le peuple dans les perspectives, pour que les mauvaises attitudes et les mauvaises habitudes d'aujourd'hui muent en aptitude républicaine pour nous permettre d'aller vers des comportements qui nous éloignent de tout ce que nous observons aujourd'hui, de l'immobilisme. Mais pourquoi vous parlez de monologue au cours de cette rencontre? Je parle de monologue parce que nous avons vu le père et ses enfants. On n'a pas eu... C'est le père de la nation, après. J'en viens. On n'a pas eu la nature des discussions, mais lorsque nous avions eu les explications, nous avons eu les récriminations, nous avons eu, à la limite, les accusations de certains partis politiques, notamment de l'USL et du PCB, à cette rencontre, nous convenons, à moins que nous ayons un autre angle de lecture de la chose qui, au seuil de la compréhension universelle, est cela et ne peut être que cela, nous constatons, à l'évidence, que le chef ne se départit pas encore du dictat de ce que moi j'appellerais les faucons de son système. Il ne se départit pas encore de la politicaillerie pour comprendre qu'à la lecture des résultats des législatives, il ne pouvait plus se permettre de rester dans l'engrenage, dans le labyrinthe, dans le dédale de ceux qui, tout le temps, lui ont menti, lui faisant croire qu'ils étaient populaires, alors qu'ils étaient en déphasage par rapport à la base. Je parlerai des conclusions. Les conclusions de cette rencontre nous amènent à constater qu'on n'a pas bougé d'un iota. Les griefs
des partis qui ont été exclus du processus des législatifs n'ont pas été pris en compte. On n'a même pas mis les griefs sur tapis. La pointe de discorde fondamentale entre les tendances politiques en jeu, qui se retrouvent être le certificat de conformité, a été à la limite homologué, et même on l'a étoffé, donnant l'impression qu'il revient à l'exécutif de donner la possibilité à des citoyens constitués en association, fussent-elles de type 1901 ou respectant-elles le code électoral et la charte des partis politiques, nouvelle formule, on a comme l'impression qu'il revient au chef de l'État de donner la caution à un parti politique, mais dans ce cas de figure, il ne donnerait jamais la caution à un parti politique qu'il sait d'avance pouvoir le concurrencer. Et donc, nous faisons du surplace, il y a l'enlisement, et ça n'a pas un autre nom que du dilatoire. On vous aura compris, Médéric François Gongo. Julien Kitty, vous avez suivi l'argumentaire de Médéric François Gongo. Il dit que c'est du surplace, mais le jeudi dernier, le ministre Kalafi a reçu quelques partis et ce qu'on peut retenir en ligne de mire, c'est qu'on leur demande que leurs responsables qui ont des problèmes avec la justice ne soient pas membres des bureaux exécutifs. Non, mais moi, je vais vous dire quelque chose, honnêtement. C'est c'est mettre la tête dans un véritable bourbier que de rentrer dans les motifs de rejet ou les choses qu'on reproche aux partis politiques aujourd'hui. Honnêtement. Autant le débat sur la reconnaissance juridique des partis politiques, la question du certificat de conformité, autant il est salutaire, hein, et même pour la bonne santé des Béninois, d'oublier ça, de passer à autre chose, autant il est important, urgent que le ministre de l'Intérieur, l'administration du ministère de l'Intérieur, que tous ceux-là comprennent que ce n'est plus bien pour les Béninois maintenant d'être en train d'entendre que oui, quelqu'un n'a pas fait il n'a pas le certificat de nationalité, c'est pas bien lisible, et telle est la tête de tel parti. Moi, je souhaite même que ça se discute une matinée avec l'administration là-bas, et qu'au regard de la loi, on puisse expliquer aux gens si on leur reproche encore quelque chose. Ça a été fait jeudi dernier. Si ça a été fait, ceux qui ont participé à la rencontre, vous voyez, moi, je ne sais pas si ce que les partis politiques comme PCB, USL et autres, là, leur réaction, les comptes rendus qu'ils en font, d'accord, si ces comptes rendus sont fidèles à ce qui s'est passé réellement. Mais ils sont plusieurs à exprimer ces sentiments-là. Moi, avant cette rencontre, j'avais dit ailleurs qu'il y avait un piège qui guettait le chef de l'État. Après avoir apprécié l'initiative donc de rencontrer ces partis, de régler ce préalable-là pour que le dialogue véritablement se fasse rapidement. Dit. Alors, après l'avoir apprécié à sa juste valeur, j'ai dit mais qu'il y avait un piège, que je souhaiterais que le chef de l'État ait en tête que les gens le soupçonnent de vouloir, chaque fois qu'il rencontre des gens au palais de la présidence, de vouloir se mettre dans la posture du chef qui dit aux autres comment ils doivent vivre leur vie politique ou comment ils doivent comprendre la loi ou comment ils doivent faire. C'est vrai. Au même moment, la difficulté, c'est que c'est quand même le chef de l'État. Il ne va pas parce qu'il veut qu'on le comprenne, il veut que les gens voient qu'il fait montre d'humilité. Il ne va pas enlever son manteau de chef de l'État, du numéro 1 des Béninois. Il ne va pas non plus s'asseoir au milieu de ceux à qui il veut parler. Déjà, quand vous voyez l'espace dans lequel on a parlé, j'ai vu des gens qui étaient quand même autour d'une table. Et le chef de l'État n'est pas particulièrement plus élancé que les autres. Il ne s'est pas mis sur une chaise qui était plus haute que les autres. Donc, pour moi, c'est déjà important. Et je pense que ce problème-là, ce à quoi je m'attendais, puis c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. Et si le chef de l'État, en temps normal, on n'aurait même pas besoin d'aller au palais avant que ce problème ne soit réglé. Mais moi, j'ai apprécié l'initiative du chef de l'État. Pourquoi? Parce que je me suis dit que le chef de l'État s'est rendu compte que son ministre de l'Intérieur n'est pas en odeur de sincérité avec tous ces partis-là. S'il leur demandait allez voir le ministre, ils vont dire non, ton ministre Kalafi, nous on le connaît, il nous envoie à paître. Et donc, quand le chef les reçoit
dans ce timing-là où on a fini avec l'euphorie de la CAN, où tout le monde a été contraint d'oublier les récriminations, tu vois, je souhaitais que le chef de l'État profite de ça rapidement pour engager les discussions par rapport à la crise politique. Et il l'a fait. Maintenant, est-ce qu'au sorti de ça, on devrait encore nous offrir, pour moi, le seul balai qu'il faut là, quand les gens sont allés une fois. Si on doit trop multiplier encore des rencontres au ministère de l'Intérieur et qu'on doit communiquer autour de ça, même s'il y avait du sérieux qui est en train d'être fait, les Béninois vont se dire, mais ce n'est pas ce qu'on avait vécu avant là. Donc quand vous me dites qu'on a demandé à ce que des dirigeants de partis qui ont problème avec la justice, non, je ne veux pas rentrer dans ce... Je m'impose de ne plus rentrer dans qu'est-ce qu'on reproche à tel ou tel parti. Pour moi, un parti comme FCBE, un parti comme UDBN, un parti comme USL, un parti comme Restaurer l'Espoir, même si son leader n'était pas là-bas, parce que les gens font aussi un débat de « il n'était pas là-bas », donc c'est comme si c'est son administration de Restaurer l'Espoir fait les démarches pour aller au ministère maintenant. Tu vas entendre des gens dire « bon voilà, il passe en catimini pour chercher à se conformer alors qu'il ne voulait pas aller ». Non, le problème, on doit quitter les humeurs, d'accord ? Et le chef de l'État, Médéric l'a dit tout à l'heure, sans que je ne sois d'accord avec toute sa perception de la situation, mais il faut que le chef de l'État, et que surtout ceux qui l'entourent, parce que j'entends le chef de l'État montrer chaque fois qu'il sait que nous avons vécu une crise. Il sait que les Béninois, il faut leur redonner. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Ils doivent se réconcilier. Voilà. Quand il le dit, après, quand vous avez l'impression qu'il y a beaucoup qui ailleurs vont faire des déclarations qui donnent l'impression que... Vous avez des gens encore qui continuent de vous dire qu'il n'y a jamais eu crise. Il n'y a jamais eu crise. Non, c'est-à-dire qu'on a peur. Et je pense que Médéric est dans cette catégorie des gens-là qui se disent, ceux qui sont autour du chef de l'État, ou ceux qui se prévalent d'être ses soutiens de numéro un, s'ils sortent pour dire il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de crise, que tout va bien, on peut avoir du mal à croire le chef de l'État quand il dit que ça va se faire. Donc pour moi, je ne reviens pas dans votre question là où qu'est-ce qu'on reproche aux gens. Non. Si on regarde la loi, on estime, pour prendre un exemple, que M. Sébastien Adjavon, président d'honneur de l'USL, ne peut pas continuer à être président d'honneur là. On appelle les leaders de l'USL, on leur dit ça, en leur disant voici les dispositions légales qui font que vous ne pouvez pas le faire. Et vous leur demandez de changer ça, sans que personne ne fasse de tapage autour. Et si ça peut se faire, ces gens-là, s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire de 8h à 9h et à 10h. Ils peuvent partir du ministère de l'Intérieur avec... Parce que la vie d'un parti politique ne s'arrête pas à avoir la reconnaissance juridique. C'est sur le terrain. Les gens, il faut qu'ils aient le temps d'aller sur le terrain, mobiliser... Et que pour les élections communales qui viennent, là-bas, si jamais, si le chef de l'État peut offrir les conditions, l'administration peut offrir les conditions, nos institutions peuvent offrir la condition pour que les élections municipales, communales et locales prochaines se passent de façon totalement démocratique et que la grande masse des acteurs politiques à la base et même au niveau supérieur participent, je suis sûr que les plaies liées aux législatives passées vont connaître une avancée de cicatrisation terrible. Donc, mais si on doit continuer à quelques mois de ça à traîner, moi, je dis au niveau du ministère de l'Intérieur, on n'a qu'à nous laisser tranquilles. Si ça peut se gérer en une semaine, comme j'entends que le chef de l'État a demandé, parce que je n'ai pas été là-bas, il faut que ça se fasse très rapidement. Il faut que ça se fasse très rapidement. Alors, Médéric François Rogo, ma question à votre endroit, c'est de savoir, en tant qu'analyste politique, comment appréciez-vous cette absence de Restaurer l'Espoir de candidat Zanaï, qui, il était quand même très proche de Patrice Talon? Vous savez, l'on joue à compromettre l'avenir de toute une nation. L'on agit pour accentuer l'isolement diplomatique du Bénin et l'on contribue là tout simplement à tordre le cou aux principes démocratiques universellement admis. Nous ne devons pas faire dans la dentelle pour dire qu'il y a un agenda. L'agenda, c'est le démantèlement de la chapelle démocratique du Bénin. J'en viens. Non. Vous avez parlé de Candide, mais bien avant Candide, il y avait le ministre de l'Intérieur. Oui. Pour vous dire tout simplement qu'il y a une dynamique qui est en cours et il faut lire à travers les démarches
à travers les propos pour constater que des rencontres comme ça peuvent se multiplier, mais rien ne sortira de ces rencontres. Parce que vous devez constater à la vérité que non seulement on a tenté de réviser la Constitution, on a amené le code électoral, scélérat, voté notamment, on a amené le quitus, on a amené le certificat de conformité. Aujourd'hui, maintenant, on a amené encore un autre critère pour dire qu'il faut que des personnes qui seraient condamnées par la justice, des personnes qu'on a instrumentalisé la justice à condamner, des personnes qui ont été condamnées, des personnes qui ont été condamnées par des institutions nationales méconnues, et par les magistrats, et par les avocats, et par la société civile, et par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, des personnes qui sont en train d'être condamnées suite à ce que leur avocat ait même demandé l'exception d'inconstitutionnalité par rapport à leur mise en cause. Bref, il y a un plan. Et ne pas reconnaître qu'il y a un plan de destruction des acquis démocratiques depuis 30 ans, c'est fait preuve d'une complaisance. S'il vous plaît, laissez-moi aller. Ce que je dis, ceux qui nous suivent savent que c'est le minimum de ce que je peux dire. Parce que ce qui se passe, tout le monde le sait. Mais dit qu'il y a un plan de destruction. Mais le plan est en jeu. Le plan est en jeu. Et je vais vous dire, appelez par exemple les partis politiques, leur reconnaître leur importance, délivrer le certificat administratif que l'on a constitutionnalisé, que l'on a transformé en pièce éliminatoire pour les autres. Et non pour les deux partis constitués de personnes qu'on a nommées, qu'on a désignées, pour prendre en otage le poumon de la démocratie béninoise et amener le cœur à arrêter de battre, comme on le constate aujourd'hui. Pouvez-vous me dire que le Parlement fonctionne? Le Parlement dont le président, matin, midi, soir, est en quête désespérée de légitimité, commande même la légitimité, on le voit, on le sent, avec cette force de propagande qu'on nous sert. Bref, ne nous voilons pas la face. Ne pas le dire, c'est participer à ce qui se passe, qui dépasse les intérêts d'argent, qui dépasse les intérêts de conservation du pouvoir, mais qui apparaît, à mes yeux, comme une volonté délibérée, de mettre le Bénin sous le boisseau économique de la Côte d'Ivoire, parce que toutes les sociétés qui travaillent aujourd'hui sont de droit ivoirien, et de mettre le Bénin sous la coupe politique, sous la coupe... Je vais le dire. C'est une analyse. Vous m'avez demandé d'analyser. Un analyste n'affirme pas sans démontrer. Et ma démonstration m'amène à continuer pour dire que nous sommes soumis économiquement à la Côte d'Ivoire. Vérifier. Toutes les sociétés travaillent. Et nous sommes soumis politiquement au Nigeria. Je vais vous arracher la parole parce que nous ne sommes pas là. Bon, Azanay Kandid n'était pas là parce que... Voilà, merci beaucoup. Parce qu'on ne peut pas me dire qui, politiquement, connaît mieux le vénérable, respectable président de la République, Patrice Talon, mieux qu'Azanay Kandid. Bon, mais... Et si Pourquoi ils se connaissent autant et ils ne peuvent pas rester ensemble? Moi, j'aurais aimé honnêtement, lorsque vous êtes dans un pays et que dans un cadre public, si dans un cadre public, que le premier des Béninois vous invite, vous avez l'obligation morale d'aller. Mais vous pouvez avoir la retenue physique de refuser d'y aller. Ouais. Donc, moralement, tous les partis politiques devraient être là. Quitte à ce que ces partis politiques, comme l'ont fait l'USL, le PCB, trouvent des défaillances, trouvent des raisons à mettre en cause et la nature des discussions et la nature des conclusions. Mais si candidat Zanaï a refusé d'aller, vous devez voir, il a donné les explications. Suite au 15, à la rencontre du 15, il a eu 2 rencontres. Il est dans une logique, lui. Il marque à la culotte, il prend date dans l'histoire, il évoque les faits que nous connaissons tous, comme nous les évoquons, mais que la plupart des Béninois, dans une hypocrisie ambiante qui arrange les uns les autres, où l'on arrive à vous dire, mais tais-toi et mange. Comme si un homme mange
doit être obligé de prendre tous les jours du caviar et prendre du champagne dessus. Comme si le petit abobo de 300 francs ne peut pas rassasier quelqu'un jusqu'à la nuit. Pour dire qu'Azanaï Candide est en phase avec lui-même. Avec lui-même. Mais tout à fait, quand vous parlez... C'est parlant du ministre de l'Intérieur. Parlons de Candide Azanaï, si bien que vous dites qu'il est en phase avec lui-même. Est-ce que, à votre avis, en tant qu'analyste, comme vous le dites, ça ne fait pas un déclic de constater que celui qui nous a vendu du Patrice Talon très cher au Bénin revient quelques mois après, au moment où celui-ci est confronté aux difficultés du pouvoir, inhérente d'ailleurs à toute gestion du pouvoir, dire aujourd'hui qu'il est mauvais et qu'il faut le combattre? J'ai suivi une fois un entretien. On était 3 avec le président de Restaurer l'Espoir et nous avons fait baisser les rideaux et on a parlé. Et le président Azanaï Candide, qui m'en excuse si je trahis un petit secret, nous disait le jour-là qu'on ne s'était pas entendu sur ça. Excusez-moi du peu, le citoyen Patrice Talon et moi. On ne s'était pas entendu que si on prenait le pouvoir, on allait mettre la drogue dans le conteneur des gens et les arrêter. Non. Attendez, vous me posez une question. On ne s'était pas entendu que l'on ira jusqu'à tuer des Béninois qui manifestaient simplement pour revendiquer leur droit constitutionnel au vote. On ne s'était pas entendu, je n'irai pas en profondeur de ce dont on a parlé. Pour vous dire que la déception de l'homme a été totale. Et pourquoi vous voulez que je garde mon épouse, que j'ai épousée, avec qui je me suis marié, en grande pompe? Même peut-être que c'est le pape qui a célébré le mariage. Et qu'à l'évidence, je me rends compte que mon cuisinier, excusez-moi, la saute à temps et à contre-temps sur les leviers de la cuisine. Vous voulez que je sois avec celui-là? Quand je me rends compte que mon épouse, la nuit, quitte son corps, pour aller, pour aller participer à des séances nocturnes. Julien Kitty, est-ce que aujourd'hui, dans le cas d'espèce, Julien Kitty, si vous me permettez, est-ce que dans un contexte... Vous comprenez que je jouisse de l'image. Je crois que nous sommes presque à la fin de cette émission. Je quitterai et je laisserai tous mes bagages. Nous allons passer au dernier sujet qui nous réunit ce matin. Oui. Alors, une dernière question avant qu'on passe à ce sujet pour clore cette émission. Dans le contexte où ces partis politiques se retrouveront, le certificat de conformité est délivré, il y a également une autre exigence, celle du retour de ceux qui sont qualifiés d'exilés politiques au pays. Quelle appréhension avez-vous de cette exigence-là? Non, je pense que tout ça va être mis dans un paquet qui va être discuté dans le cadre du dialogue politique. Si dialogue politique il y a et réellement. Et réellement. Alors, d'accord. Pour moi, oui, la question de reconnaissance de l'existence juridique des partis politiques, ça devrait, si on veut aller au dégel, si on veut cicatriser les plaies, ça ne devrait plus poser beaucoup de problèmes. Surtout que ces partis, en tout cas, quand vous prenez ceux qui les animent, pour quelques-uns, à part 2 ou 3 ou 4 que je ne connaissais pas, je ne connaissais ni leur leader dans l'arène politique, ni le nom. Moi, je ne veux pas. On a vu des articles déjà autour de la semaine qui écrivent déjà que les partis politiques encore fantômes reviennent encore sur... Moi, je ne veux pas les qualifier comme tels. Mais je voudrais que les gens comprennent. Moi, ma surprise, ce n'est pas qu'ils apparaissent. Ma surprise, c'est de savoir qu'en 2019, il y a encore des gens qui n'ont pas compris ce qu'on appelle un parcours politique. L'apprentissage de la vie militante. Quand vous dites que vous êtes leader politique au point de vouloir, d'ambitionner, être à la tête d'une formation politique qui est censée donc être représentée partout dans le pays. Ça veut dire que vous-même, personnellement, vous avez réglé votre question de leadership. Ça veut dire que l'évocation, la simple évocation de votre nom suffit pour drainer du monde, suffit pour marquer. Donc c'est tout. Il y a des gens, quand tu appelles le nom, tout à l'heure quand vous avez appelé le nom de candidat Azanaï, pourquoi il en a eu à dire, au point il était encore rassasié de choses à dire sur lui quand vous l'avez coupé. Parce que vous l'aimiez ou pas, Azanaï, pour ceux qui ont fait la conférence nationale, depuis ce temps, on sait que ce monsieur était quelque part
les grosses formations politiques, il y est passé. On l'a vu en train de sombrer, on pensait qu'il allait disparaître. Il y a des gens qui ont quitté des formations avec lui et qui sont morts politiquement. Lui, il a résisté, qu'on l'aime ou pas. Voilà, c'est un acteur. Et c'est quelqu'un qui développe une... moi, je n'ai pas une admiration particulière pour lui par rapport à sa formation politique ou sa prise de position par rapport au président Patrice Talon. Mais je dis, voilà quelqu'un qui développe une branche que les jeunes doivent aimer, sans forcément être dans son parti. S'il y a la philosophie politique, il y a la littérature, il y a une dose de littérature que la politique, dont la politique aussi a besoin. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez 3 catégories de personnes dans l'arène politique. Vous avez des vieux qui ne veulent pas finir, mais ils sont sclérosés complètement. Vous avez une génération intermédiaire de gens qui sont outillés, mais qui sont incompris. C'est-à-dire qu'ils ont de la matière, mais puisque les vieux craignent que ceux-là prennent vraiment la relève, on essaie de les étouffer. Et après, vous avez une nouvelle génération de gens déconnectés de tout, de jeunes, qui ne savent rien de l'histoire politique du pays, qui sautent 2 pieds joints, ou des gens qui, parce qu'ils sont nommés ministres un matin, ou sont nommés quelque part, ils se découvrent des talents de leaders politiques. Du coup, ça ne marche pas. Et le Bénin politique est en train de disparaître pour ce qu'on en savait. Donc, pour moi, aujourd'hui, qu'on puisse avancer pour rattraper ce qu'on est en train de perdre, que ce soit le gouvernement, que ce soit le chef de l'État, que ce soit les autres acteurs, on devrait savoir qu'il y a des choses essentielles à faire. Ce que des gens sont en train de dire, c'est quoi? Si nous pesons une semaine encore sans que les questions à discuter au niveau du ministère de l'Intérieur soient réglées, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'essentiel, là, on va dire ça quand? Alors, il faut passer si à l'essentiel. Maintenant, vous parlez de ceux qui sont à l'étranger. Il faut faire le point de ces personnes-là. Moi, je souhaite personnellement quelque chose. Je ne suis pas prêt à dire que tous ceux qui sont à l'étranger, parce qu'ils auraient crié qu'ils sont exilés politiques, ils le sont réellement. Non pas que je ne trouve pas du tout raison. Un exilé politique, c'est un statut. Est-ce que vous savez que, par exemple, il n'y a pas longtemps, M. Sébastien Adjavon a eu le statut d'exilé politique, réfugié politique. D'exilé politique en France. Réfugié politique en France. D'accord. Oui. Pourquoi on a la République française a consacré? Ça veut dire que c'est un acte qu'on prend. D'accord. Maintenant, quelqu'un peut avoir peur pour sa sécurité. Je comprends. Et qu'ils disent, si je suis encore sur le territoire national, je ne suis pas en sécurité. D'autres disent, je ne fais plus confiance en la justice qui veut connaître de mon dossier. Parce qu'avoir un contentieux qui vous amène devant la justice ne suffit pas que vous êtes déjà convaincu de faits répréhensibles. On peut vous convoquer au tribunal et puis vous ressortez blanchi. Maintenant, ces personnes, les problèmes qu'ils posent, si le Bénin a déjà eu la conférence nationale de 1990, où des gens condamnés par le président qui était au pouvoir en ce moment, Mathieu Kérékou, paix à son âme, condamnés à mort, des gens qui sont partis, qui se sont évadés de la prison en serviette, si ceux-là, on a pu trouver les arguments pour leur demander de venir et qui sont restés dans une même salle au PLM à Lédio et qu'ils ne se sont pas poignardés et que Mathieu Kérékou a été capable de dire, à contrario de ceux certainement de son entourage qui lui demandait, parce que je me suis fait dire par quelqu'un qui m'a fait une confidence, on dit quelqu'un a dit à Mathieu Kérékou, mais tous ceux qui doivent nous déranger pour nous empêcher de respirer, ils sont dans la salle. Il suffit qu'on les bousille là et nous allons gouverner toute notre vie. Mais Kérékou certainement a entendu la voix de Dieu. Il a écouté de Sousa paix à son âme. Il s'est rendu compte qu'il est immortel. Et donc, il est venu et a dribblé tout cela pour leur dire non, la conférence est souveraine. Tout en disant respectez-moi, la conférence est souveraine. Et nous en sommes arrivés là. Sinon, vous n'aurez jamais eu les Adrien Mbedi au Bénin pour faire de 90 à aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, on ne comprendrait pas que si le nombre de personnes qui se trouvent à l'étranger, la masse critique de ces personnes-là, ça grossit. Si pris individuellement, ces gens-là ne sont pas n'importe qui, moi je ne veux pas faire 2 catégories de Béninois, mais qu'on le veuille ou non, vous n'allez pas me prendre ou prendre Médéric et dire que celui qui est rentré dans la profession de journaliste il y a 6 mois, 1 an, qu'on a le même leadership, c'est-à-dire on est tous béninois, on a tous le droit des journalistes. Mais écoutez, vous êtes journaliste, moi je vous admire bien. Par rapport à votre âge, vous avez votre diplôme de journaliste, vous faites bien, vous faites partie des jeunes qui animent bien.
Mais vous ne pourrez plus jamais être mon aîné dans la profession. Là où on va dire Kader aujourd'hui, c'est pas pour me vanter. Les gens vous connaissent par rapport à votre télé. Mais quand vous allez vous promener dans le Bénin, vous allez dire mon nom, vous allez dire le nom numérique. Plus de gens vont vous dire vous connaître. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas devenir un journaliste plus chevronné que... Et donc, si ceux qui sont à l'étranger, leur nom sonne beaucoup pour la diplomatie, pour l'image du pays, c'est pas bon. Parce que tout cela, même si à l'interne, les gens, le gouvernement avait raison, l'État avait raison vis-à-vis de ces personnes, à l'étranger, les gens n'ont pas toutes les informations. Maintenant, plus ça traîne, plus les gens cherchent les informations et notre pays. Regardez les procès qui se multiplient contre le pays. Moi, si Sou Yahi, il a dit je ne vais pas donner autant... J'ai l'impression que la roue tourne de sorte à ce que les mêmes histoires nous reviennent. Boni Yahi au pouvoir, un procès de Patrice Talon contre le pays perd, Patrice Talon réclame beaucoup de milliards, Yahi Boni dit je ne vais jamais donner. Après, c'est le changement de pouvoir politique qui fait que ces affaires se sont tues. Aujourd'hui, Patrice Talon au pouvoir, procès avec Adjavon, procès avec qui d'autre et avec des sociétés. Moi, je pense que si le chef de l'État peut poser un acte qui permette de faire venir toutes ces personnes et que eux aussi cessent de s'occuper de la personne du chef de l'État. Moi, je pense que quand vous lisez les réseaux sociaux, moi, je m'occupe du président de la République. C'est le président de la République, c'est lui seul que j'ai le droit de critiquer, d'accord, suivant les règles de l'art. Et j'ai le droit, parce que, et c'est pourquoi je disais aux gens, quand on vous invite au palais de la présidence, sachez que c'est une maison que nous tous, Béninois, on a cotisé de l'argent pour construire, pour mettre le premier que nous avons élu pour nous diriger dans de bonnes conditions. Donc nous voulons lui parler, nous allons là-bas, nous parlons et nous disons, monsieur le président, nous vous respectons, mais ceci, c'est pas bien, faisons comme ça. Le chef de l'État n'a qu'à le faire. Tout ça n'a qu'à revenir. Et on va apprécier leur bonne foi. Maintenant, si quelqu'un est convaincu de faire répréhensible au regard de la loi, mais il va devant la justice. Et la justice donne les garanties de son impartialité et juge les gens correctement. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Il n'y a pas de démocratie sans respect des droits de l'homme. Il n'y a pas de démocratie sans une justice qui fonctionne très bien. Et le constituant béninois l'a marqué depuis en parlant de séparation de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et le législatif, même si je suis pour que on ne pleure pas sur le lait renversé et qu'on avance, reconnaissons d'abord que tel que ça s'est passé récemment, c'est pas ce qu'on aurait souhaité. Mais ne continuons pas à diaboliser celui qui est au pouvoir aussi, parce qu'il va dire, ok, tout compte fait, vous me prenez pour un diable, et donc, je vous affronte. Et l'affrontement, à tout point de vue, ne peut ni permettre de réussir le mandat du président Patrice Talon, et s'il échoue, c'est le Bénin qui va reculer, ni la réconciliation politique dont on a besoin pour que le Bénin continue de se faire. Merci à vous, Julian Kitty. On vous aura compris. Mais Médéric François Bogo, très rapidement. Pourquoi rapidement, vous savez, je prends les dernières phrases de mon éminent confrère, jeune frère de sang, pour dire qu'il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Les lois peuvent être votées sans être en respect de l'état de droit. On a beaucoup de lois qui ont été votées. Des gens disent c'est des lois qui ont été votées. Mais c'est des lois qui sont votées en total déphasage par rapport au principe d'état de droit. Mais il faut faire le débat pour les corriger. Au principe d'inclusivité, au principe d'équitabilité, au principe de transparence. Vous avez parlé de justice. La justice béninoise ne me rassure pas. Elle ne rassure personne. Mais on en est conscient, mais que faut-il faire aujourd'hui? Si on en est conscient, oui, c'est qu'on doit trouver raison à tous ceux qui fuient. Parce qu'ils n'ont pas confiance en la justice. Comme le chef de l'État lui-même, il a fui 2 fois au moins. Parce qu'il n'avait pas confiance en cette justice en ce moment. On me dira comparaison n'est pas raison. Mais vous avez comme l'impression que tout se répète et nous faisons du surplace. On était à la CEDEAO et la CEDEAO a demandé qu'il y ait un dialogue national inclusif. Mais le chef de l'État, sans recueillir les griefs des uns et des autres, sans commettre des commissions, sans en appeler à l'arbitrage de la CEDEAO pour éventuellement la nomination ou la désignation de médiateurs ou de collèges de médiateurs totalement indépendants, neutres, capables de rassembler tout le monde. Non, tant il y a le clergé qui fait je vous en prie, la société civile. Vous savez, le clergé fait un travail. Cette société civile
n'existe plus. Elle est sclérosée, tétanisée, phagocytée, corrompue. Merci à vous, Médéric François Gogo. Presque à la fin de cette non, nous sommes à la fin quand même, mon ami. Mon frère a parlé suffisamment. Oui, tout à fait. Je peux avoir 2 minutes au moins. Et vous posez la question de savoir que proposez-vous quand même pour que vos espérances de meilleur soient. Oui, vous savez, ils sont nombreux à être payés aux frais du contribuable. Non. Attendez. Ils sont nombreux à être payés aux frais contribuables pour aider le chef de l'État à performer. Si aujourd'hui... Mais faites-le de la consultation gratuite. Nous très gentil. Si nous constatons aujourd'hui des réalisations physiques, et là je félicite le gouvernement, aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas su bien gérer l'attente des populations par rapport aux réformes. Où on est défaillant, où on est aveugle, où on est ignorant. Si aujourd'hui, on constate que les réformes politiques, avec cette majorité écrasante, foudroyante, à la limite homogène et compacte, les réformes politiques ont échoué, c'est que quelque part, ceux qui prennent votre argent, mon argent, ont échoué. Ça veut dire que c'est des voleurs. Ils prennent de l'argent pour un service qui ne rentre pas. Donc si on me demande, dans des pays qui se respectent, on doit leur demander de rendre compte de tout ce qu'ils prennent. Des propositions, Médéric François Gogo. Parlant des propositions, je pense que s'il faut parler des propositions, et j'ai l'obligation morale et physique d'en faire, le chef de l'État se met en circuit, en jeu. Il est le père de la nation. Il ne doit pas toujours garder ces 2 blocs comme des bébés qu'il va garder au biberon tout le temps. Il n'a qu'à les laisser se débrouiller avec les autres. Qu'on laisse les 2 blocs se battre, puisque Odin Aladati, je me rappelle, nous disait au champ de foi que c'était 180 partis politiques, mais qui ont eu les 4% laborieusement transformés en 22-27% par les structures que nous voyons. Alors, Médéric François Gogo, nous sommes pris par le temps. L'institution de la vérité de la Cour constitutionnelle dirigée par l'avocat du chef de l'État. On l'a constaté dans la décision. Je reste avec vous, Médéric François Gogo. Alors, cette semaine, à l'issue du conclave gouvernemental en date du mercredi 17 juillet dernier, il a été procédé à la nomination du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAC. 25 ans, plus d'un quart de siècle dans cette profession de journaliste. Médéric François Gogo, d'entrée de jeu, quelle appréciation avez-vous du profil du nouveau président de la HAC et également quels sont les défis qui s'imposent à cette mandature de la HAC, à votre avis? Je suis content et heureux que nous avions pu désigner par élection démocratique nos 3 représentants. Je suis heureux que le chef de l'État ait pu user de ses prérogatives pour désigner ses représentants. Mais je suis écœuré, offusqué et révolté de constater que cette assemblée illégale, parce qu'il est sur la base d'un certificat de conformité, un document administratif illégal. Non, vous l'avez déjà dit. C'est une démonstration. Peut-être les mots peuvent être formés, la parenthèse n'est pas inutile. Non, il a déjà dit tout à l'heure. Oui, parce qu'on est pris par le temps. Constater que cette assemblée on est pris par le temps, oui, va régenter le reste de la vie publique du pays. Et c'est là où il y a le hic. Comment une assemblée illégale et illégitime peut désigner des personnes. Médéric, le débat est au niveau. Le débat est là. Donc pour vous dire, je suis heureux qu'on ait un président. Merci Médéric François Gogo. C'est vrai que je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, ce qui ne doit pas être le cas. On ne doit pas parachuter quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève d'un tout petit combat médiatique au Bénin. On a vu René Dossa, on a vu Timothée Adalin, on a vu Kwaozoti, on a vu même Madame Bolitessi, qui dans toute sa fougue de servir, pas celui qui l'a promu, Alizato, pas de servir, Alizato, responsable d'une radio à Waké. Voilà. On a vu et on a vu. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression, et nous devons la réalité historique de le dire, qu'on conduit le Bénin dans un déluge. Et je ne veux pour rien au monde, pour toute la fortune au monde, baptiser avec cela. C'est vrai que c'est... Quels sont les défis qui s'imposent à cette mandature? La mandature de la HAC, oui, quels sont les défis qui s'imposent? C'est de tout faire pour que la loi organique de la HAC soit revue. Pour que nous qui sommes du métier, nous n'élisions plus seulement 3. C'est ça. Et que cette HAC ne soit pas l'appendice des pouvoirs politiques qui ferment les journaux, qui traquent les journalistes,
pour satisfaire le bon vouloir des princes héritiers momentanés de la République. Nous aurions aimé avoir une HAC qui soit beaucoup plus à l'écoute, qui nous forme à maîtriser les méandres de la justice, qui oblige l'administration publique à ne plus faire de la rétention d'informations. Parce que lorsque vous allez, nous avions eu le cas, nous étions partis vérifier une information, on nous a entendu au piège, nous nous étions retrouvés en prison pour 6 mois. C'est vrai qu'on a purgé notre peine et nous sommes dans la société comme tout citoyen neuf. Mais c'est également grave que la vérification d'informations. C'est une obligation pour les gens. La vérification d'informations, pour le recoupement d'informations, en vue de servir du potable, de l'inattaquable au public, nous est interdit. Et on veut qu'on fasse du bon boulot. On est en train de clochadiser la presse. Et il y a malheureusement des professionnels, des associations de professionnels de médias qui n'animent aucun journal, qu'on entend sur des chaînes de télévision et autres que pour venir dérouler des bandes à la gloire d'un système aux abois qui meurtrit, affame le peuple, qu'on n'est que ceux-là qui régent le pays. L'information ne doit pas plus être à la tête du client. Nous, à Dieu espère, nous existons depuis 15 ans, en quadrichromé. Il y a des moments où nous faisons 5 parutions par semaine, sans aucun contrat avec le gouvernement. Et pourtant, en 15 ans, nous n'avons jamais eu un copec de la HAC. La dernière fois, on a fourni le dossier, on était arrivé le jour, comme ils savent à qui ils distribuent, et je sais de quoi je parle, on nous a dit, mais on a rassemblé les journaux, on nous a demandé des pièces. Je viens, on nous a demandé des pièces et des pièces. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Merci à vous. Parce qu'il y a des inutiles, il y a des inefficaces, il y a des paresseux. Merci à vous, Médéric François. Qui prennent les gens du public. De convenance avec moi, nous allons permettre à Julien Kitty également. Des paresseux qui dorment, qu'on voit tout le temps dans les restaurants, la composition en train de boire et de manger, qui prennent l'argent du public. La composition de cette 6e mandature, elle est effectuée. Le président, il est connu. Alors tout de suite, votre appréciation de cette composition et tout de suite également les défis qui s'imposent. Donc j'aimerais déjà dire que la désignation, l'élection des 3 représentants des professionnels des médias, c'est légal, c'est ce que disent les tests. La désignation des représentants du chef de l'État, c'est légal. La désignation des représentants de l'Assemblée nationale, c'est légal parce que les tests de notre pays, en l'état où ils sont aujourd'hui, permettent à l'Assemblée nationale qui est installée. Moi, je ne l'appelle pas illégal. Je pense. Qui cherche sa légalité. Non, je pense contrairement à vous que cette Assemblée nationale est légale, mais manque de légitimité. La légalité, c'est quoi? Les lois ont beau être mauvaises. Les institutions qui sont chargées de dire, d'accord, si c'est elles qui ont dit, il y a légalité. Mais si ça dérange, si le peuple, la grande masse ne s'y retrouve pas, c'est là où il manque la légitimité. Et la légitimité a un pouvoir doublement plus terrible que la légalité. D'accord. Alors, maintenant, lorsque j'ai fini avec la légalité, je viens voir la composition. Je dis aux derniers états généraux de la presse, j'avais été, moi, très choqué parce que les représentants, les présidents des institutions, des hautes autorités ou conseils de l'audiovisuel des autres pays qui étaient venus, la plupart d'entre eux, presque eux tous, étaient des professionnels des médias. C'est-à-dire qu'ailleurs, ce sont des journalistes qui dirigent les équivalents de HAC là-bas. Alors, Théophile Nata, je n'ai été amené à dire, mais il faut que vous, professionnels des médias, vous vous battiez. Et j'interpelle le gouvernement pour que, désormais, on en arrive là. Je salue la mémoire de quelqu'un comme Clément Wenontin qui, eux, quand ils se battaient pour dire il faut que... et donc, finalement, il y a une dynamique qui s'est installée. Comme pour nous donner un lot de consolation, on a commencé par respecter une tradition en mettant un professionnel des médias au poste de vice-président. Mais on le phagocyte. On le met là et il ne peut pas faire chose. Et c'est pourquoi, depuis quelques années, on nous habitue à l'usage excessif du pouvoir dérogatoire ou du pouvoir discrétionnaire du président de la HAC. Lorsque vous voyez les compositions des gens qui sont désignés, c'est vrai, je ne connais pas eux tous le CV. Il y a un journal qui l'a publié, je vais voir, mais je ne vois pas des gens de grands professionnels des médias, de grands professionnels des télécommunications, les grands professionnels du numérique. Les médias aujourd'hui, c'est ça les vrais défis. J'ai vu des hommes politiques, j'ai vu quelqu'un, il a été conseiller communal, après je l'ai vu faire des tapages à la béninoise dans la politique, il est dedans. J'ai vu des gens, et après j'ai vu des inconnus.
Peut-être que je ne suis pas suffisamment cultivé, peut-être que je n'ai pas suffisamment observé la vie publique béninoise depuis, mais mon cœur ne me trompe pas souvent. J'ai l'impression que j'ai regardé ne serait qu'à 75%. Celui qui est élu président, est nommé président aujourd'hui, je ne le connaissais pas. Je m'aligne quoi, derrière Médéric Poudi, je ne le connaissais pas. J'ai appris qu'il est un enseignant. D'accord, mais on veut réguler le travail des professionnels des médias qui a connu des mutations. Vous savez, le premier facteur de compétence et de liberté, de bons résultats, c'est la compétence, la maîtrise de la matière. C'est de la même manière que pour les journalistes, le journaliste le plus libre, le moins enclin à être bâillonné, c'est celui qui a la compétence morale, la compétence technique et qui a le mental de journaliste. D'accord? Un journaliste, il vous a dit le martyre qu'il a vécu. S'il n'avait pas ce mental-là à l'origine, je pense que c'est en prison qu'il aurait écrit plus jamais métier de journaliste. Mais c'est quand vous sortez de ça que vous êtes davantage dopé à bloc. Moi, il m'est arrivé de me retrouver devant un tribunal une fois où on veut me juger en flagrant délit. J'étais tellement à l'aise devant le président du tribunal. Il dit, mais vous, là, vous n'avez pas peur. Je dis, mais je suis devant la justice de mon pays. Après, on me flanque 2 gendarmes, je suis assis, je ne commence pas à noter. Le gendarme me dit, mais tu es fou, tu quittes ici, tu vas en prison. Je dis, mais c'est interdit dans la loi d'écrire. Qui vous a dit qu'en prison, je n'écrirai pas? Et après, tous les avocats de toutes les parties sont mis ensemble pour dire, il faut le laisser. Les défis qui s'imposent. Non, les défis, j'ai pas trop espoir. J'ai pas trop espoir. C'est-à-dire que je vais dérouler ici, je peux donner, j'ai aujourd'hui la capacité, je suis de ceux qui laissent désormais la fausse modestie qui nous fait dire on est toujours petit, non, je peux aujourd'hui donner une communication solide sur les défis de la hack. Maintenant, je vais les énumérer, mais en vous répétant, j'ai pas espoir. Merci. Parce que le numérique aujourd'hui, on a voté un code de l'information et de la communication. Nous sommes dans un système où on applique aux journalistes, tu peux écrire un truc dans ton journal aujourd'hui. On sait qu'on est obligé d'appliquer le code de l'information et de la communication qui te protège, mais on laisse ça, on te guette. Dès que tu mets ça sur Facebook, on va chercher ça pour te dire que c'est le code numérique du numérique qui t'est appliqué et tu vas en prison. Alors que le code de l'information dit autre chose. Et je finis en disant que les gens comprennent que si la hack, on est d'accord, n'a pas utilisé encore peut-être 10% de son pouvoir répressif, que les gens comprennent que le pouvoir répressif, son usage n'a d'utilité que quand on a fini d'utiliser le pouvoir de protection, le pouvoir de promotion, de régulation. La hack a pour première mission de promouvoir et de protéger la liberté de presse. Merci à Donc vous. que le journaliste soit protégé et non que le journaliste se sente menacé par politique, et que la nouvelle hack, je vous en prie, que la nouvelle hack démarre, la nouvelle mandature démarre son mandat par l'autorisation de la nouvelle tribune de reprendre. La possibilité pour Sika TV d'émettre encore au pays comme cela se doit et que les autres chaînes puissent... Et on renforce. Regardez l'aide de l'État à la presse, les professionnels des médias aussi. Il y a 2-3 années en arrière, on n'en fait rien. On a créé le fonds de développement des médias. Merci à vous, Médéric François Ngogo. On doit dicter tout ça. Médéric François Ngogo, il est fondé du quotidien Actu Express. Il était face à Julien Kitty, journaliste, chroniqueur, analyste politique. Mesdames et messieurs, c'était Info Hebdo de ce jour, de ce samedi. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaitv.bj. Bon week-end à toutes et à tous.